Donc, on a réussi à trouver l'expression pour le champ électrique d'une charge ponctuelle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va s'attarder aux objets qui ont des distributions de charge. Donc, par exemple, un objet qui a un certain volume ou une certaine surface, puis qui pourrait être chargé. Donc, quel genre de champ électrique je vais avoir pour un objet qui a une distribution de charge? Donc, avant de commencer, ce que je vais faire, c'est définir avec vous les différents types de distribution de charge qu'on va avoir. Donc, premier exemple, c'est une distribution de charge qui est linéaire, donc en une dimension. Donc, si je prends une tige comme ça, par exemple, bien, cette tige-là a une longueur beaucoup plus grande que son rayon. Donc, je peux considérer que c'est un objet qui est en une dimension. Donc, en une dimension, ce qui va qualifier, ce qui va déterminer la taille de l'objet, c'est sa longueur. Okay? Donc, cet objet-là pourrait être chargé. Donc, la charge de l'objet pourrait être, par exemple, Q. L'objet peut avoir une longueur assez grande. Vous allez voir, c'est que ce qui arrive, c'est que certaines fois, c'est utile de faire l'approximation que l'objet a une longueur infinie. Et le problème, c'est que si on fait ça, c'est qu'on ne peut pas supposer que l'objet a une longueur infinie, mais qu'il y a une charge finie. Okay? Donc, c'est plus utile dans ce cas-là d'utiliser une densité linéique de charge. Donc, combien de coulombs par mètre j'ai dans cet objet-là? Donc, je vais définir la densité linéique de charge. Ici, j'utilise la lettre lambda pour ça. Donc, ça correspond tout simplement à la charge totale de l'objet sur sa longueur totale. Donc, les unités de lambda, nécessairement, sont des coulombs par mètre. Donc, l'autre chose aussi, c'est que si l'objet a une distribution de charge, si la charge est distribuée de façon uniforme, si je prends un élément de longueur, okay, donc une espèce de petit bout de longueur, là, ce bout-là va avoir une longueur, on va dire, dx, puis il va contenir une quantité de charge qui est dq. Okay, donc, si je regarde l'objet en sa totalité, j'ai une charge q. Si je prends un échantillon de longueur dx, je vais avoir un élément de charge dq. Mais parce que la densité est constante, je peux aussi dire que lambda est égal à dq sur dx. Donc, on se servira de ça éventuellement. En deux dimensions, bien, pensez à une plaque, donc, ou une feuille de longueur et de largeur quelconque. Ici, j'ai défini L et L majuscule. Donc, même principe, cette plaque-là peut posséder une charge totale Q. Puis quand on parle de la densité de charge, parce que dans le fond, la plaque, vous allez voir quelquefois, là, on va faire l'approximation que la plaque est infiniment grande. Donc, si la plaque est infiniment grande, je ne peux pas utiliser Q comme étant une variable qui est définie, parce que, évidemment, si la plaque est infiniment grande, Q est en valeur infinie. Donc, ce qui est plus utile, c'est d'utiliser la densité surfacique de charge. Donc, cette charge-là, Q, est distribuée sur une aire définie par, dans ce cas-ci, c'est L fois L, là, mais je pourrais avoir une plaque qui est circulaire. Tu sais, dans le fond, ce qui est important, c'est de prendre l'air total. Puis, ce qu'on fait, c'est que la densité surfacique de charge, qui est sigma, ben, c'est la charge totale divisée par l'air total de ma plaque. Donc, les unités de sigma, c'est les coulombs par mètre carré. Okay? Puis, si cette plaque-là a une surface qui est uniformément chargée, un peu comme tantôt, ce que je peux faire, c'est aller prendre un élément de la surface. Donc, ici, je fais un petit carré. Donc la surface peut correspondre ici à un élément de surface, dA. Puis, cet élément de surface-là va contenir une charge, une partie de la charge totale qui correspond ici à dQ. Donc, puisque la densité surfacique de charge est constante, j'aurai une autre définition. Je peux dire que dQ sur dA est égal à sigma. Donc, le même principe s'applique en trois dimensions. Ben, si j'ai un objet ici, un objet très simple, c'est un cube, là, ou un parallélépipède, donc longueur, largeur et hauteur.
Bon, vous comprenez le principe, c'est que cet objet-là a une charge totale Q, il y a un volume total V, donc je peux définir une densité volumique de charge. Ici, la densité volumique de charge, c'est ρ, et c'est la charge totale divisée par le volume total. Donc, les unités de ρ sont des coulombs par mètre cube. Si cette densité-là est constante, ben, je peux prendre un élément du volume. Donc, un petit cube ici, donc un élément de volume dV qui va contenir un élément de la charge, hein, une partie de la charge totale dQ. Puis, parce que la charge est uniforme, ben, la densité peut être exprimée aussi comme dQ sur dV. C'est le même nombre de coulombs par mètre cube. Okay? Donc, encore une fois, j'ai deux équations utilisables. OK, premier exemple. J'ai un fil uniformément chargé d'une certaine longueur. Puis ce que je veux savoir, c'est le champ électrique généré au point P. Donc, ce fil-là a une certaine charge. Bien, on peut y aller en supposant qu'on a une densité de charge positive à l'intérieur de notre fil. Okay? Comment est-ce que ce fil-là chargé quel type de champ électrique va être généré au point P par cette distribution de charge-là? Bon, c'est pas nécessairement évident. Pour y arriver, ce qu'il faut faire, c'est utiliser ce qu'on connaît déjà. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'une charge ponctuelle génère un champ électrique qui vaut KQ sur R carré dans la direction radiale. C'est tout ce qu'on connaît. Donc, au lieu de commencer à regarder la totalité de l'objet, allons-y avec, on peut compter que cet objet-là, en fait, si on le coupe en petits morceaux, si je trace un de ces morceaux-là, okay, ce petit morceau-là ici va contenir une charge dQ. La dimension du morceau, c'est dx. Okay? Donc là, je ne sais pas, on va faire le lien avec l'identité de charge. Là. Si on prend dq sur dx, ben, ça me donne lambda. Cet élément de charge-là, dq, agit comme une charge ponctuelle. Ça veut dire qu'au point P, ce qu'on va avoir, c'est un champ électrique qui va pointer vers l'extérieur. Je vais le nommer DE. Maintenant, si je suis capable de déterminer la contribution de chacun des petites parties de la tige, donc ça, c'est un des éléments pris au hasard, mais je peux en prendre un autre, j'en ai plein là. Bien, la somme de tous ces champs-là, de tous les DE, va me donner le champ total E. Bon, là, ce que je dois faire, c'est bien me situer dans l'espace. Okay? Donc, je vais devoir me donner un axe des X, un axe des Y. Je vais mettre l'axe des X à l'horizontale. Je vais mettre l'axe des Y pour passer par le point P. Donc, pour bien déterminer le champ électrique, il faut que je sache mon point P, il est à quelle distance de mon fil. Je vais avoir une distance R pour le point P, du point P au centre de mon fil. Puis, mon fil a une certaine longueur. Donc, ce que je vais déterminer ici, c'est la position des deux extrémités. Donc, par exemple, si je place l'origine ici, j'ai l'extrémité gauche qui est à moins A, l'extrémité droite qui est à B. Okay? Donc, ces paramètres-là pourront changer éventuellement. Le champ DE, qui est généré par la charge dQ, on le connaît. Okay? Par définition, c'est ça. C'est juste que la charge, là, c'est pas Q, c'est dQ. Okay? Mon R, c'est ce R-là ici. Donc, je peux le déterminer. Parce que je sais que mon élément de charge ici, il est à la position X. Mon vecteur UR qui pointe dans cette direction-là, ben c'est moins XI plus RJ. Et je dois diviser par la norme, donc je divise par R. Donc, ici, ce que j'ai, c'est l'élément de champ produit par un élément de charge, où R est égal à
la racine de x carré plus r carré. Donc, c'est un triangle rectangle, ça ici. OK. Donc, pour trouver mon champ total, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? La somme. Hein? Si je prends l'élément dq qui part d'ici, j'en prends un autre, un autre, un autre, un autre. Je fais la somme de toutes les contributions de ces éléments-là. Je devrais trouver le champ électrique total. Donc, finalement, ça vient à faire une somme. Mais une somme sur des éléments dx qui sont tellement petits qu'ils tendent vers 0. Okay? Fait qu'en réalité, ce que c'est une intégrale de tous les éléments dE. Alors voilà le résultat. Donc, si on se souvient du cours de calcul intégral, quand j'effectue l'intégrale, je dois absolument évaluer les bornes. Donc, logiquement, ici, ce que je devrais faire, hein, vu que je fais la somme de tous les éléments dq sur la ligne, je dois commencer à la position x égale à moins a jusqu'à la position x égale à b. Donc, logiquement, mes bornes d'intégration devraient correspondre à moins a jusqu'à b. Je devrais logiquement intégrer par rapport à la variable x. Donc, il est possible, donc x, je le retrouve ici. Mon r dépend de la valeur x, donc c'est parfait. Je peux faire la substitution. Je peux remplacer r par la racine de x carré plus r carré. Mon problème, c'est dq. Si je veux intégrer par rapport à x, il faut absolument que je trouve une façon de changer mon dq en dx. Donc, pour y arriver, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la densité linéique de charge, comme on a défini jadis. Donc, on sait que lambda égale à dq sur dx, ce qui me permettra de faire la substitution dq égale à lambda dx. Donc, lambda est une variable qui serait connue. Si on nous donne la longueur de la tige puis la charge totale de la tige, c'est facile de trouver la valeur de lambda en coulomb par mètre. L'autre chose, je vais aussi changer r par la racine de x carré plus r carré. Donc, mon expression deviendra. Donc, j'approche. Donc, tout est correct. J'intègre par rapport à x. Ma seule variable ici, c'est x. Tout le reste, c'est des constantes qui sont connues. Les bornes d'intégration sont bien définies de moins a à b. La dernière petite chose, c'est que j'ai l'intégrale d'une somme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer. Donc, vous avez probablement déjà appris que l'intégrale d'une somme se traduit en une somme d'intégrales. Donc, ce que je vais faire, je vais juste distribuer sur mes deux termes, puis réécrire mon champ électrique comme la somme de deux intégrales. Donc, ce qui me donne ces deux termes-là. J'ai mis le cas lambda en évidence. Donc, voilà. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est évaluer ces deux intégrales-là. On peut le faire par substitution. Donc, ici, si je prenais, par exemple, u égale à x carré plus r carré, ben, je pourrais trouver un du qui vaut 2x dx. Donc, en fait, je pourrais y aller par substitution comme ça. Puis ici, il faudrait que je fasse une substitution trigonométrique. OK. C'est une façon de faire. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le tableau, la table d'intégration qui est à la fin du cahier d'électricité, puis trouver directement les formules d'intégration pour ce type d'intégrale-là. Si on prend la page 453, il y a plusieurs formules d'intégration. Il suffit de trouver les formules qui correspondent à ce type d'intégrale-là. Donc, la première à gauche, je vais prendre la formule E.57. La seule différence ici, c'est que mon R équivaut au A dans la formule. Pour l'équation de droite, je vais devoir prendre l'équation E.56. Encore une fois, mon R majuscule correspond au A dans la formule E.56. Donc, si j'applique ces deux formules-là, donc ça me donne ces deux termes-là. OK, donc je peux faire petite simplification, moins 1 fois moins 1, puis R sur R carré. Donc, je me retrouve avec ça ici. Il me reste à évaluer aux bornes B et moins A. Donc, on se rappelle, j'évalue l'expression à quand x vaut B, moins quand x vaut moins A. Même chose pour le terme de droite. Et on retrouve cette expression-là. Encore une fois, petite simplification. Moins fois moins,
Ça fait plus. Donc, vous avez ici l'expression la plus générale possible dans cette situation-là, avec un fil de longueur L, de moins A à B, une distance R entre le fil et le point P. Tout ce que je viens de faire ici, en fait, cette formule-là, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Il faut être capable de refaire toute la démarche pour des situations semblables. Mais évidemment, le but ici, c'est de faire l'exercice avec vous. Je sais que c'est relativement compliqué pour la première fois, là. Ce qui me reste à faire pour cette situation-là, c'est voir des cas limites. Donc, si on place la tige, même tige, là, mais au lieu de la placer, au lieu de regarder, disons, un endroit qui n'est pas au centre de la tige, si je prends mon point P et que je le place à une distance R, mais par rapport au centre de la tige, ce que je peux faire comme simplification pour mon équation, c'est je peux remplacer moins A par moins L sur 2 et B par L sur 2. Donc, j'ai toujours la valeur de R ici. Okay. Donc, mon équation va simplifier beaucoup. Bon, je peux changer toutes les A par L sur 2, toutes les B par L sur 2 aussi. Donc, on remarque que le terme de gauche ici, j'ai deux termes identiques qui sont soustraits ensemble. Donc, j'ai 0. Okay. C'est tout à fait logique parce que mon champ électrique, si je me place au point P, donc chaque élément DQ génère un champ DE. Puis, par symétrie, si je prends deux éléments qui sont opposés, les champs électriques vont avoir les mêmes composantes en X. Donc, forcément, sur la somme de tous les éléments DQ, il n'y aura plus de composantes en X. Donc, ce qui va me rester, c'est seulement les composantes en Y qui vont s'additionner. Puis, ces deux termes-là sont identiques. Donc, ce que je veux faire, c'est comme une demi plus une demi, ça fait 1. Donc, je vais pouvoir simplifier. Donc, je vais retrouver quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, K lambda L sur R avec la racine de L carré sur 4 plus R carré en J. Donc voilà, si je me trouve au centre du fil, l'expression est la suivante. Puis je peux toujours changer aussi. C'est toujours possible de changer lambda fois L par Q. Hein, on sait dans le fond que par définition, Q sur L, c'est égal à lambda. Donc lambda fois L vaut Q. Donc je pourrais écrire KQ sur R fois l'inverse de la racine, il n'y aurait pas de problème. Donc un cas limite qu'on utilise quelquefois, c'est le cas du fil infini. Donc si on a un fil infini, en fait, ce que c'est que ça peut être deux choses. C'est soit qu'on est très près du fil. Donc si j'ai mon fil qui est ici, si je me situe à une distance P qui est très près du fil, la distance R devient négligeable devant la longueur du fil. En fait, mon fil infini, c'est dans la limite où R est beaucoup plus petit que L. Donc, je peux faire une approximation dans ce cas-là. Si R est beaucoup plus petit que L, dans ma racine ici, je peux négliger complètement le terme R carré devant le terme L carré sur 4. Ce qui fait que mon champ électrique se simplifie. Et évidemment, la racine de L carré sur 4, c'est L sur 2. Donc, je vais avoir les L qui vont simplifier. Et notre champ électrique devient très simple à calculer, 2K lambda sur R. L'autre cas limite que je vais regarder avec vous, c'est, puis on va prendre l'habitude de le faire dans les distributions de charge qu'on étudie, c'est que mon fil, si je trace le champ électrique du fil, donc là, je sais que cette expression-là est bonne, là, en haut ici, l'expression est bonne si je suis au centre du fil, mais si je traçais des lignes de champ électrique pour mon fil, j'aurais quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que si mon point P il est au centre, je m'attends à avoir un champ électrique qui est seulement en Y. Si je suis plus sur les côtés, je vais avoir une composante qui est en X. Bon. L'autre cas limite que je vais aller voir, c'est qu'est-ce qui arrive si je m'éloigne? Si mon point R s'éloigne du fil, mais tellement de sorte que maintenant, c'est L qui devient négligeable devant R. Ce que je vais avoir va ressembler, hein, mon fil va ressembler finalement à une charge ponctuelle. À la limite où R devient très grand devant L, je devrais m'attendre à ce que le champ électrique de mon fil, à très grande distance, devienne identique à celui d'une charge ponctuelle. Donc, c'est une vérification, en fait, que je vais faire. Je vais vérifier si, quand R est extrêmement grand devant L, si je retrouve bel et bien une charge ponctuelle. Donc, quand on prend l'équation ici au centre,
Donc maintenant, si R devient beaucoup plus grand que L, je vais négliger le terme L carré sur 4 devant R carré, ce qui veut dire que mon expression, je peux maintenant négliger le terme L carré sur 4, puis la racine de R carré, ben, ça fait R, donc 1 sur R. Donc ce que je vais faire, j'ai R sur R au dénominateur, donc je peux remplacer ça par R carré. C'est quoi le champ électrique d'une charge ponctuelle? On l'a vu au début du chapitre, c'est KQ sur R carré. Okay? Maintenant, on a vu que lambda L, c'est égal à la charge de mon objet. Donc, mon champ électrique, on a bel et bien KQ sur R carré, qui se trouve avec le champ d'une charge ponctuelle. Pourquoi je suis en J? Parce que j'ai pris le point qui était au centre du fil, donc on est orienté, le champ électrique est orienté vers les Y positifs. Mais on peut en déduire que, peu importe où je me place, là, dans le fond, mon J, je pourrais le remplacer par un UR là, dans ce cas-ci. Donc, c'est un critère de vérification. J'ai bel et bien un champ qui tend à devenir le champ d'une charge ponctuelle si je suis à très grande distance de mon fil. Puis ça va être la même chose pour n'importe quel dispositif chargé. Si je m'éloigne suffisamment, ben, je devrais avoir un champ qui tend vers KQ sur R carré.